À côté, je vous présente Rémi Van Esbroek, que je vais tutoyer également parce qu'on travaille aussi ensemble. Rémi, il est responsable du service polyculteur à la Chambre d'agriculture des Ardennes. Il se trouve qu'il vadrouille un peu aussi dans la Marne et dans le reste de la Champagne-Ardenne, donc il pourra aussi vous parler de son expérience sur les autres départements. Et puis, tout au bout de nos tables rondes, vous avez Florent Lampson, qui est agriculteur dans les Ardennes et administrateur à la Chanvrière, et Louis Delanglade, qui est chargé de développement à la Chanvrière. Donc je vais proposer à nos compagnons de la Chanvrière de prendre le micro pour attaquer, simplement pour vous présenter ce que fait la Chanvrière et les perspectives de développement qu'offre la Chanvrière dans les Ardennes, ce qui fait qu'on est réunis aujourd'hui pour parler du chanvre. Bonjour à tous, Louis Delanglade, je suis chargé de m'occuper de toute la partie technique sur le chanvre, sur le secteur nouvellement Juniville qui va s'ouvrir 2027. Je suis arrivé courant août. J'ai aussi mon collègue qui est présent, assis à côté de vous, Charles, qui s'occupe aussi de la partie bio qu'on pourra aborder aussi, notamment lors de la table ronde. Voilà. Merci Louis. Donc, je me présente à mon tour, Florent Lampson. Moi, je suis agriculteur dans le sud des Ardennes, à Semide. Je suis associé avec mon beau-frère sur une exploitation de grandes cultures. Et nous, on cultive le chanvre depuis 2009, depuis l'extension de la chanvrière sur le sud Ardennes, Nord-Champagne. Et on cultive à peu près entre 50 et 60 hectares de chanvre depuis cette date-là. Moi, j'ai pris des fonctions d'administrateur au sein de la Chanvrière en 2016. Donc, ça va faire à peu près 10 ans. Et depuis cette date-là, on ne va pas se mentir, on est sur une culture qui a le vent en poupe. Puisque historiquement, la Chanvrière a 50 ans, puisqu'elle a été fondée en 1973 à Bar-sur-Aube, donc vraiment dans le sud du département de l'Aube. Et puis, au cours des années 2017-2018, on avait des marchés qui étaient de plus en plus présents, une demande forte, très forte, et on était sur une usine à Bar-sur-Aube qui était, on ne va pas se cacher, plutôt vieillissante. Donc on s'est interrogé au sein de la coopérative, au sein du conseil d'administration, de que fait-on ? Est-ce qu'on laisse partir les marchés et puis on ne fait rien, on reste avec notre usine, ou est-ce qu'on y va, on fonce, on investit dans une nouvelle usine, dans un nouvel atelier de défibrage. Et c'est le choix qui a été fait. C'est le choix qui a été fait en 2018-2019 d'investir dans une nouvelle usine à Saint-Lié, donc au nord de Troyes, dans l'Aube. Donc cette usine, on l'a mis en route en 2021 avec une capacité de défibrage maximum de 200 000 tonnes. Et puis ça a embauché 70 salariés. Voilà, donc on a 2 lignes de défibrage sur cette unité-là. Ça a permis d'augmenter la zone de collecte et ça a permis aussi d'arriver à un nombre d'adhérents aujourd'hui de 750. Donc on a 700 adhérents coopérateurs qui livrent aujourd'hui à notre usine de Saint-Lié. Alors on était contents, on a dit l'outil est nouveau, on est tranquille, on a 100 000 tonnes de capacité, on en faisait 50 000 historiquement sur Bar-sur-Aube, on s'est dit on a le temps de voir venir et ça va bien se passer. Sauf que là en 3 ans, on a saturé l'outil, c'est-à-dire que notre usine de Saint-Lié qui est très récente est déjà à bout de ses capacités. Donc on a dit que fait-on ? Est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on remet le pied à l'étrier ? Donc redébat au sein du conseil d'administration et le vote s'en est suivi avec un verdict sans appel à la majorité et surtout à l'unanimité, de reconstruire un nouvel outil, cette fois-ci dans les Ardennes, donc une usine à Juniville, d'une capacité de défibrage de 50 000 tonnes. Donc c'est un projet de 20 millions d'euros qui devrait traiter les premières pailles normalement aux alentours de 2027 si tout se passe bien pour le déroulé du chantier. Donc voilà un petit peu vite fait l'histoire de notre coopérative, d'où on vient et surtout où on va.
Merci beaucoup. Donc, comme vous le comprenez, il y avait de toute façon une dynamique de développement. Ce qui fait qu'on est là aujourd'hui pour vous présenter cette opportunité sur le chanvre, c'est que dans les 2-3 années qui viennent, on pourra redétailler ça plus tard, il va y avoir des surfaces de chanvre qui vont être recherchées dans les Ardennes. Donc si vous êtes agriculteur potentiellement intéressé par une nouvelle culture, à partir de maintenant, il faut ouvrir grand vos oreilles. Est-ce que pour commencer, pour les personnes dans la salle qui ne connaîtraient pas du tout cette culture, vous pourriez présenter l'itinéraire technique sur l'année de la culture du chanvre en vous mettant à hauteur. Je suis agriculteur, je ne connais pas du tout la culture. Expliquez-moi comment ça marche. Alors le chanvre, c'est une culture assez simple. C'est une culture qui va se semer entre avril et mai dans les grandes lignes. C'est une culture qui va se semer avec un semoir conventionnel, un semoir à céréales conventionnel, préparation type betterave, voilà, pour le secteur du coin où il y a un peu de betterave. Voilà, c'est une préparation assez fine sur le dessus, assez décompactée en profondeur sur les 15-20 premiers centimètres, histoire que ça reste quand même une plante avec un pivot, histoire que le pivot puisse descendre et que l'ensemble du tissu racinaire puisse venir chercher les éléments dont il a besoin et puisse descendre en profondeur pour aller chercher l'eau dont il a besoin. Ensuite, notre président serait là, il dirait qu'on pourrait partir en vacances jusqu'à la récolte. Bien évidemment, mais jusqu'à août, où on va prendre une décision sur la partie graine ou la partie chanvre-rouille, il n'y aura aucun passage à faire dans les champs, pas de produits phytosanitaires, pas de désherbage, pas de fongicides, voilà, dans les grandes lignes. Et puis ensuite on va faire un choix, voilà, qui va être fait courant août, à savoir est-ce qu'on va vouloir récolter la graine ou est-ce qu'on va vouloir faire ce qu'on appelle du coup du chanvre avec type rouissage, où là, on le verra après avec Claire au niveau du matériel, mais du coup, il va y avoir une fauche qui va se faire au niveau de la floraison, au moment de la floraison, où on va venir couper la plante en deux pour pouvoir la faire rouillir, et ensuite va s'en suivre un cycle de rouissage de 6 à 8 semaines. Tandis que sur l'itinéraire bis, on va dire, l'itinéraire où on va récolter la graine, on va venir récolter la graine au 15-20 septembre à peu près, pour donner une fourchette. Et après, en 10-15 jours, la partie je vais dire, jaunissement de la tige va être fait, où là, on va venir dès le lendemain ou au cul de la batteuse faucher la paille, puis après la faire gentiment travailler durant une dizaine de jours jusqu'au pressage, ce qui permet de libérer au global les parcelles début octobre. Au 10-15 octobre, les parcelles sont libérées. C'est des choses qu'on pourra évoquer aussi avec Florent, qui fait du chanvre depuis pas mal d'années, et puis il pourra sûrement vous confirmer ça un peu plus tard. Alors, simplement pour préciser, entre la tige et la graine, au bout, en produit fini, qu'est-ce qu'on fait avec ? Alors pour la partie produit, au niveau de la graine, donc la graine se mange, la graine, on peut faire de l'huile, on peut faire de la pâte à tartiner, ça c'est pour la partie alimentaire. Il y a aussi une petite partie cosmétique, voilà, ça a des propriétés et des caractéristiques très intéressantes, c'est assez riche en oméga 3, en oméga 6, et ça permet de faire des crèmes anti-âge, il paraît. Je me sens pas concerné pour le moment. Et puis après, pour la partie tige, on a plusieurs marchés différents. Il va y avoir les tiges paille jaune qu'on va faire avec la graine. Donc là, on va pouvoir utiliser notamment sur le marché principal, qui va être le marché du papier, qui englobe un large panel, dont notamment pour les fumeurs parmi nous, le papier à cigarette, qui est très répandu en papier de chanvre. Et ensuite, ça va être du papier un peu spécifique. Il y en a aussi dans vos voitures, sur la partie renforcement de plastique, ce qui permet d'alléger pour réduire la consommation et puis rendre les voitures un peu plus écologiques. Sur certains modèles, on parle même de 15 à 20 kg de chanvre dans certains modèles de voitures, pour donner un peu un ordre d'idée. Et puis après, il y a la partie panneau isolation aussi qu'on peut faire avec la tige. Panneaux d'isolation, béton de chanvre aussi qu'on peut faire, des parpaings en chanvre, laine de chanvre, pardon. Excusez-moi. Après, bon, tout à l'heure, j'évoquais les marchés qui tirent le plus. Donc aujourd'hui, le marché historique et celui qui tire le plus depuis 50 ans, c'est la pâte à papier. Alors la pâte à papier, c'est pas la pâte à papier Clairefontaine, c'est plutôt sur une gamme de papier haut de gamme. Alors, comme l'a dit Louis, hein, c'est
c'est de la feuille très fine, donc la feuille à cigarette à rouler. C'est du billet de banque. Aujourd'hui, il y a un petit peu de chanvre dans les billets de banque, parce que c'est vraiment, avec la fibre, on arrive à avoir une certaine rigidité, une certaine solidité. Donc aujourd'hui, les industriels, pour faire vraiment de la pâte à papier très très fine, mais ils vont prendre du chanvre pour avoir une bonne résistance avec un grammage plutôt faible. Donc là, on a un marché qui tire beaucoup. Après, comme l'a dit lui aussi, on a le bâtiment. Le bâtiment, ça marche fort. Pourtant, vous entendez souvent aux informations que oui, dans le bâtiment aujourd'hui, c'est compliqué, il n'y a pas de projet qui sortent, c'est un petit peu en crise. Mais aujourd'hui, nous, avec nos produits, on va dire écologiques, au niveau de l'isolation, au niveau de la chaux à base de chanvre, on a des produits qui ont vraiment le vent en poupe. Et puis sur la partie chaîne vie, l'huile riche oméga 3, 6, 9, donc des bonnes propriétés physico-chimiques qui nous permettent de placer cette huile-là dans l'alimentation humaine. Et puis aussi, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques au gluten. Et donc on arrive, nous, avec le chêne vie, à avoir une garantie d'aliments sans gluten. Et ça, c'est aussi un nouveau marché qui s'ouvre à nous. Et puis, dans la partie construction, il y a aussi un point que j'ai oublié. Avec la laine de chanvre, on a aussi du parpaing de chanvre, avec la chaîne vote, où on agglomère comme du parpaing en béton. Sauf que là, c'est vraiment en chanvre. Bonne propriété isolant, anti-feu et super thermique, quoi. Donc, vraiment un super débouché par rapport à tout ça. Alors j'ai entendu que ça donnait des produits finis qui étaient écologiques, mais si je suis votre itinéraire technique où on fait rien, si je vous entends, du semis à la récolte, finalement c'est un itinéraire technique qui est écologique aussi. Alors est-ce que peut-être Rémi peut reprendre la parole pour nous parler des vertus du chanvre du point de vue environnement ? Oui. Oui, en effet. Donc on est sur une culture, c'est bien dit, où il y a très peu d'intervention. Donc c'est pour ça qu'on parle. Donc c'est dans le titre que vous avez à la diapo, hein, BNI pour décrypter. Ça veut dire bas niveau d'intrant ou bas niveau d'impact en fonction un peu de l'angle sous lequel on veut le prendre. Et donc du coup, c'est vraiment une culture qui a cet intérêt de permettre de réduire la pression en produits phytosanitaires notamment. Et donc c'est vrai que c'est intéressant, notamment dans les zones à enjeu, notamment la protection des captages d'eau potable. Puisque finalement, on va avoir un effet de dilution, puisque voilà, au lieu de devoir travailler en permanence sur réduire les produits sur l'ensemble des cultures, en intégrant dans la rotation une part de chanvre, eh bien, à un moment donné, plus il y a de surface de chanvre, plus la surface, ça dilue la pression sur l'ensemble de la surface du captage. Et donc, du coup, c'est l'intérêt de ce type de culture et du chanvre en particulier. Et c'est pour ça que dans certains secteurs, on peut mettre en place en soutien avec les collectivités ou en partenariat avec les collectivités, avec le financement des agences de l'eau, ce qu'on va appeler des AMI filières qui permettent vraiment de développer, de soutenir ces filières-là pour atteindre l'objectif qu'on s'est tous donné autour de la table, qui est d'avoir une culture qui est économiquement, et on pourra y revenir, est intéressante, mais qui a aussi des avantages environnementaux, et puis en plus, pour ouvrir, qui répond à des enjeux sociétaux, c'est bien dit avec tous les débouchés. Quand on met du chanvre dans le bâtiment, c'est aussi réduire l'impact carbone de l'ensemble de ces filières-là, etc. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui coche toutes les cases. Donc c'est gagnant pour l'aval de la filière, c'est gagnant pour l'environnement, la qualité de l'eau. Et la question, est-ce que c'est gagnant pour les agriculteurs ? La réponse est oui. La réponse est oui. Non, effectivement, aujourd'hui, si la culture n'avait pas le vent en poupe, clairement, on ne construirait pas une deuxième unité. Donc si nous on pousse, c'est que derrière, il y a des marchés. S'il y a des marchés, il y a du débouché. Donc il y a du prix de vente. Donc il y a de la valorisation pour l'agriculteur. Et nous, il y a un point important sur lequel je voulais revenir. Nous sommes une coopérative. Donc c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, notre objectif premier, c'est de défendre l'intérêt de l'agriculteur coopérateur et de lui sortir un maximum aussi de revenus pour que ça tombe dans sa poche. Donc aujourd'hui, rapidement, si on évoque tout de suite un peu la rentabilité, ou oui, on peut. Bon, aujourd'hui, clairement, si on parle rentabilité de la culture, comme l'a dit lui, on va valoriser à la fois la paille et la graine. Donc on va avoir deux canaux de commercialisation de matières premières. Aujourd'hui, on peut espérer dans nos zones ici, qui sont des très bonnes zones, on est sur des zones à fort potentiel. On va sortir, on va dire en termes de rendement, entre 8 et 10 tonnes de paille à l'hectare. Et en chêne vie, c'est très aléatoire, on peut aller de 11
à peu près 16 quintaux de l'hectare. Donc quand on a commercialisé ces deux types de cultures, ces deux types de produits, la paille et la graine, on va avoisiner un chiffre d'affaires de 2100 à 2400 € de l'hectare en fonction des années et en fonction du rendement. Ensuite, en charge opérationnelle, on va être sur quelque chose d'assez simple puisqu'il n'y a pas de produit de santé des plantes. On va être uniquement sur un poste semence et un poste fertilisation, engrais de fond plus azote. Donc on va être un peu près sur 600 € de charge opérationnelle, un petit point de mécanisation, mais ça Claire vous en parlera tout à l'heure. Et donc nous, derrière, on peut offrir à l'adhérent une marge nette à l'hectare, donc net, entre 1000 et 1300 € par hectare et par an. Donc aujourd'hui, quand on regarde par rapport aux autres productions, on n'a pas à rougir, puisqu'aujourd'hui, on est sur des marchés autour de nous, que ce soit grande culture ou betterave, etc., où on est sous la loi des marchés, la mondialisation. Nous, aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de trading, il n'y a pas de courtier, il n'y a pas de... C'est pas coté à la bourse au grain, etc., donc on n'a pas de fluctuation de marché. Ce qui fait la fluctuation du marché et le prix de la matière première, c'est simplement la loi de l'offre et de la demande. Et donc on a aujourd'hui l'avantage d'avoir des prix qui sont très stables. Donc on peut avoir aussi derrière, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un revenu pour l'agriculteur qui est très stable derrière. Donc les chiffres que je vous ai donnés, tous les ans, on est capable de les tenir. Et un point que je n'ai pas dit tout à l'heure et qui est quand même assez essentiel, aujourd'hui la chanvrière, elle est leader au niveau européen. Alors ça peut paraître anecdotique, mais quand on est leader, on a la main sur les prix. On a la main sur le commerce, on connaît nos clients, on sait les servir, on a le volume pour les servir. Donc derrière, on a une certaine maîtrise aussi de nos prix de vente. Et ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, si on n'avait pas ça, on serait un peu soumis à la loi des marchés. Et ça, je trouve que c'est quand même un point important, et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu non plus laisser les marchés sans solution, aujourd'hui, sans répondre à leurs demandes. Donc c'est pour ça qu'on a fait la deuxième usine, pour pouvoir étendre notre zone de récolte, parce que ça nous paraissait important de suivre le marché. Et pour vous donner deux, trois chiffres, la chanvrière, on pèse à peu près 10% de part de marché au niveau du monde, on pèse 25% de part de marché au niveau européen, et on va peser entre 65 et 70% de part de marché au niveau français, pour vous donner un petit peu la tendance et le poids que la coopérative peut représenter sur le marché. Alors avec tout ce qu'on a dit là, ceux qui ne sont pas encore convaincus, ce serait étonnant. On va peut-être quand même rentrer dans les points un peu plus touchy, un peu plus techniques de la culture. Donc finalement, l'essentiel des charges, c'est sur la partie récolte, sauf erreur de ma part, récolte et stockage. Et donc, est-ce qu'on peut faire un petit focus là-dessus, expliquer aux personnes qui sont dans la salle et qui connaissent pas cette culture, comment se passe le chantier de récolte? Vous avez parlé de rouissage, donc ça c'est spécifique à la culture du chanvre, ou du lin pour ceux qui connaissent. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ça? Et ce sera peut-être à ce moment-là que Claire pourra expliquer l'intérêt d'être en CUMA pour réaliser des chantiers qui sont complexes comme celui-là. Alors oui, il y a un peu de temps à passer au niveau de la récolte, comme on le dit et on ne le cache pas, parce qu'il faut être honnête, et c'est là que je vais dire que Claire intervient au niveau de la FD CUMA pour la création de CUMA. Au niveau de la récolte, donc on parlait de rouissage, donc ils vont se faucher courant août. Voilà, c'est des choses qui se font avec du matériel spécifique, qui est une faucheuse à section, une faucheuse à double lame, à double étage, donc qui intervient début août au niveau de la floraison. Une dizaine de jours après, on va venir faner, donc avec un faneur classique comme on peut avoir en fenaison dans le matériel d'élevage. On va préconiser quand même des faneurs à grande toupie sur l'aspect qu'on va quand même travailler de la matière qui est assez longue, qui va faire 1 mètre, 1,50 m. Donc pour éviter que ça fasse du tricot au niveau de votre toupie, on préconise quand même des toupies assez larges. Et puis après, il s'ensuit un suivi technique. Voilà, au sein de la chanvrière, on n'est pas que là pour vous proposer de faire du chanvre, pour vous promouvoir une culture écologique et puis rentable et puis très stable pour vos exploitations. On est aussi là pour vous apporter un support technique sur la partie rouissage, où là il y a des bulletins qui sont faits toutes les semaines. On va passer toutes les semaines sur
sur des parcelles choisies dans tous les recoins de nos secteurs pour avoir le plus de coins possible et puis que chaque agriculteur puisse s'identifier à une parcelle. Et donc là, au fur et à mesure, les rouissages vont se faire avec l'altération de la pluie, de la météo et des bactéries. Et donc là, on va décider au fur et à mesure, que ça soit mi-fin septembre en fonction des années, de venir endéner, de venir presser. Donc voilà, un endéneur est un endéneur classique. Une presse est une presse à chambre variable. Voilà, nous on demande des boules. Des boules rondes de diamètre d'1,65 m qui font à peu près 400 kg aux alentours. C'est des choses qui sont assez courantes et qui se font bien. Et c'est du matériel qui est commun, hein, que ce soit sur le chantier rouissage ou sur le chantier graines. C'est du matériel qu'on va retrouver en commun. Pour la partie graine qui va être plus simple, donc il y a le passage de batteuse qui va se faire 15-20 septembre. Et puis ensuite, donc, comme je le disais tout à l'heure, fauchage, fanage 4-5 jours après, que les pailles aient un peu jauni, pour permettre d'homogénéiser la couleur de la paille. Et puis ça va rappeler aux éleveurs aussi un peu le foin. On peut l'assimiler un peu à du foin à ce moment-là. Voilà, après on le presse. Je veux dire, techniquement parlant, il y a un peu moins besoin de nous, mais on est quand même là pour les soutenir à ce niveau-là. Donc après il est pressé et c'est là qui va être stocké. On parlait de stockage tout à l'heure, je ne sais pas si vous voulez qu'on l'aborde maintenant, mais... On va peut-être d'abord laisser Claire rebondir par rapport à l'intérêt d'être en CUMA sur la gestion du matériel. On a compris, une partie du matériel, c'est du matériel qui se trouve assez facilement dans les fermes, mais peut-être sur certains matériels c'est plus spécifique. Du coup, Claire Cosset pour l'AFD CUMA. Aujourd'hui, on a des CUMA qui commencent à se monter dans les Ardennes parce que, comme vous avez entendu, la plupart des chantiers se passent courant septembre. Et septembre, notamment pour les éleveurs, il y a d'autres travaux, le maïs, les bêtes. Et c'est quelque chose qui doit se travailler en groupe et avoir de la main-d'œuvre à disposition. En CUMA, on est toujours plusieurs agriculteurs, donc il y a toujours les collègues qui peuvent donner un coup de main. Et on peut aussi avoir la chance d'embaucher un salarié, même juste sur ce temps de récolte, via des TESA ou des CDD saisonniers, comme vous pourriez avoir sur vos exploitations. Et les CUMA, surtout, ça aide à réduire ces charges de mécanisation. Et aujourd'hui, c'est un des plus gros postes de charge sur vos exploitations. Et pouvoir les réduire, c'est une opportunité. Aujourd'hui, ce qui se fait en CUMA, donc c'est beaucoup, partout quoi. Les sections, c'est 50 hectares par section, avec du coup tout ce qui est faneur, endéneur et faucheuse spécifique. Et du coup, des presses à chambre variable pour faire des balles rondes. Il y a quelques modifications qui sont faites sur ces machines-là. Sur les presses, il y a des dents sur le pick-up qui sont retirées et des plaques qui sont mises autour de tout ce qui est cardan pour éviter que la fibre du chanvre s'enroule autour, parce que la fibre du chanvre, c'est une fibre qui reste assez dure. Et quand ça s'enroule, ils sont généralement un petit peu embêtés avec ça. Et après, sur ces matériels-là, du coup, on est aussi aidé beaucoup en CUMA via les IPAGE, donc c'est les ex-PCAE, qui sont financés par la région et les agences de l'eau. Et enfin, en CUMA, on peut aussi retrouver tout ce qui est pince à balles et plateaux pour le transport des boules jusqu'au stockage. Et par contre, on n'a pas encore aujourd'hui tout ce qui est séchage en CUMA, ça reste en prestation. Après, au niveau de prix de revient, on est environ à 10 € la boule produite, ce qui est quand même un coût moindre. Et par contre, là-dedans, on n'intègre pas la ficelle qui est fournie par la chanvrière. Et c'est un coût qui reste moindre et qui reste intéressant pour vos exploitations. Donc l'intérêt des CUMA, c'est à la fois sur le matériel, mais c'est aussi sur l'organisation du chantier en commun, le fait d'être à plusieurs. Oui, parce que pour le chanvre, quand il faut y aller, il faut y aller. On ne peut pas se dire, là on est samedi, j'ai un repas de famille. Bah non, c'est maintenant ou jamais. Ce qui fait qu'avoir la main-d'œuvre et les voisins qui participent pour tout de suite aller endéner et presser dans la foulée et puis rentrer les boules pour les mettre au stockage. Quand on a les voisins avec nous, parce qu'on fait les parcelles aussi chez lui, c'est vachement plus facile que tout seul. Avec un petit brin d'humour, notre président dit souvent
sous le ton de la rigolade, que le chanvre, on le sème et puis on part en vacances. Alors, c'est un peu provocateur, mais derrière le message, il est le suivant. En fait, dans le chanvre, pour réussir la culture, il y a 2 postes à ne pas manquer. Le semis, parce que le semis, il faut le réussir. Il faut préparer ça comme une terre à betterave, faire un super boulot, super fin, comme l'a dit lui. Vraiment, c'est du boulot de jardinage, puisque, étant donné qu'on l'évoquera tout à l'heure, c'est une culture sur laquelle on est en BNI, donc du coup, il n'y a pas de produits de santé des plantes. Ce qui va faire le succès de votre culture, c'est la rapidité de mise en place et de développement de la culture pour avoir l'effet parapluie et étouffement. Sinon, l'herbe, elle prend le dessus, et là, concrètement, il n'y a plus de solution. Et la récolte est perdue. Donc le semis, il faut le soigner. Donc là, en CUMA, on a du matériel performant, on a du monde, on est capable d'avoir une puissance de frappe, on a des bonnes conditions, on est prêt, on y va, on fait le job. Et le deuxième poste à ne pas manquer, c'est la récolte. Et la récolte, c'est encore pire que le semis, parce que le semis, encore, on peut avoir 15 jours, 3 semaines pour semer ça gentiment, du 15 avril jusqu'au 5 mai. Donc on a du temps. Il faut quand même être prêt, mais on a du temps. En revanche, la récolte, c'est une récolte d'automne. C'est une récolte d'automne, mais faire un produit sec. Donc c'est un peu antagoniste, parce que généralement à l'automne, il y a du brouillard, il pleut, voilà. Donc quand les créneaux sont là, il ne faut pas les manquer. Donc pour ne pas manquer ces créneaux-là, comme l'a dit Claire, la puissance de frappe d'une CUMA, c'est qu'on a du matériel récent, on a du matériel en nombre, on a du monde pour mettre aussi sur les matériels. Parce que si on a un tracteur et puis qu'on n'a personne à mettre entre le volant et le siège, ça ne sert pas à grand-chose. Donc l'enjeu de la récolte, il est majeur. Il est majeur pour faire du bon travail. Et aujourd'hui, nous, à la Chanvrière, au conseil d'administration, on le voit ça. On le voit parce que quand on a des nouveaux producteurs qui se lancent, dans l'absolu, on apprécie qu'ils ne se lancent pas seuls au départ. Alors ça ne peut pas passer par de l'entraide entre voisins, mais beaucoup et de plus en plus par les CUMA. Parce que les CUMA, elles sont déjà naturellement présentes dans tous les départements, surtout dans notre secteur. Et finalement, on remet une activité dans la CUMA, les gens se connaissent, ils ont l'habitude de faire la moisson ensemble, de faire les semis de betteraves ensemble. Donc on remet un poste chanvre et on sait que derrière, ça se passe bien. Il y a de la performance, de l'efficacité. Et nous, derrière, on rentre une matière première à l'usine qui est top. Donc ça, c'est important de le souligner. Et à la récolte, si on creuse dans la récolte, l'activité qui est la plus limitante, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est la presse. C'est souvent là où il y a le facteur limitant. C'est pas l'endaineur, c'est pas la faucheuse, comme l'a dit lui. La faucheuse, faut faucher au derrière de la moisse-batte, mais si vous fauchez 24 heures ou 48 heures après, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. En revanche, la presse, et quand c'est sec, il faut y aller. Il ne faut pas tomber en panne, il faut être efficace. Et généralement, on a tendance à dire, quand on donne le seuil d'activité par presse, si on peut dire ça comme ça, moi j'ai tendance à dire 40 hectares par presse, c'est bien. Parce que ça permet d'avoir de la flexibilité, du confort de travail, et derrière d'assurer d'avoir une matière première de qualité sous le hangar. Voilà. Donc les CUMA, pour ça coche 100% des cases. Et donc un agriculteur demain qui voudrait se lancer dans la culture du chanvre, s'il n'est pas en CUMA, s'il est tout seul sur son secteur, quels conseils vous pourriez peut-être lui donner ? Alors on est fermé à rien sur la coopérative, bien entendu. On a parlé des CUMA pour l'entraide, pour le matériel, pour la main-d'œuvre, mais j'ai aussi évoqué une CUMA non officielle qui est la copropriété ou l'entraide entre voisins. Il y a beaucoup de gens qui travaillent ensemble sans avoir une organisation CUMA, et ça fonctionne aussi très bien. Alors nous, à la Chanvrière, pour ces gens-là, on parle de groupe. Alors souvent, c'est la commune, dans la commune ou les quelques communes aux alentours, c'est un groupe d'agriculteurs qui se constitue uniquement pour la récolte du chanvre. Ils achètent en commun le matériel nécessaire, les faucheuses, les presses, endaineurs, faneuses, etc. Et au moment des récoltes, tout le monde se met ensemble, et puis il y en a un qui presse, l'autre il endaine, l'autre il ramasse les balles, etc. Donc on a une sorte d'entraide copropriété qui fonctionne au même titre qu'une CUMA. Ça fonctionne exactement pareil, c'est aussi efficace. À la seule différence quand même que quand on achète du matériel en CUMA, on n'a quand même pas les mêmes avantages.
On a parlé des montants de subventions, Claire, tu l'as dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on a un dossier IPAGE qui est un dossier de subvention et qui pousse pour aider les agriculteurs à acheter du matériel pour faire du chanvre. Quand on l'achète dans le cadre d'une CUMA ou à titre individuel, agriculteur simple, on n'a pas le même pourcentage de subvention. Donc ça, c'est à ne pas négliger. Après, un agriculteur seul, on ne lui fermera pas la porte, hein, évidemment. On sera quand même attentif au début, parce que comme toute nouvelle culture, il y a une phase de découverte, où là, il faut apprendre, hein, comme dans tout métier. Et quand on est tout seul, des fois, ça peut être physiquement et psychologiquement un petit peu plus compliqué. Donc, les gens qui souhaitent se lancer seuls, on les accueille dans la coopérative avec joie, mais on les suit un petit peu plus, surtout au démarrage, le temps qu'ils acquièrent de l'expérience. Et puis des fois, il y a des exploitations qui se lancent seules, mais qui ont à disposition de la main-d'œuvre au sein de l'exploitation. Et là, dans ce cas-là, ça compense un petit peu le phénomène, quoi. Donc voilà. Et alors, quelqu'un qui voudrait se lancer, qui ne connaît pas, vous disiez, il faut le temps de s'y faire. Avec quelle surface on attaque? Parce que pour optimiser le chantier, il faut peut-être quand même des surfaces minimales. Et en même temps, se lancer avec trop gros, on prend peut-être un plus grand risque. Disons qu'il y a une part de la réponse que j'ai pu donner tout à l'heure. Faut une surface minimum pour amortir un train de matériel, qu'il soit neuf ou d'occasion. Donc je pense que lui, 30-40 hectares pour se lancer, ça semble être un minimum pour amortir le matériel qui a pu être investi. Donc soit quelqu'un se lance seul avec 40 hectares, mais là c'est un peu challenging, je pense, sincèrement. Voilà, on va pas se mentir. En CUMA, 40 hectares, ça se fait tout seul. Ça se fait vraiment bien. Parce qu'on a la CUMA d'Allel qu'on fait 200, hein, Claire, c'est ça? À peu près 200. Donc voilà, on voit quand même une fois de plus qu'on n'a pas la même puissance de frappe. Maintenant, quelqu'un qui veut se lancer seul, on peut lui dire, écoute, monsieur l'adhérent, tu veux en faire plus? Oui. Aujourd'hui, tu démarres avec 10-15 hectares, tu te fais la main, on t'accompagne, et puis dans quelques années, si ça se passe bien, que tu es content, on va monter les surfaces tranquillement, quoi. Et on a beaucoup d'adhérents aujourd'hui qui ont commencé avec, on va dire, un petit 10 hectares, et puis au fur et à mesure du temps, augmente un petit peu tous les ans. Voilà. Donc nous, on préfère accompagner pas par pas l'augmentation de la culture du champ dans l'exploitation, plutôt que de dire, écoute, tu vas en faire 40 hectares la première année, et puis que ça se passe pas bien parce que c'est trop de nouveautés et qu'ils prennent pas bien à la fin de son expérience, quoi. Donc voilà, on préfère l'amener comme ça. Alors Claire, tu me corriges si je me trompe, actuellement, les CUMA qui font du chanvre sont plutôt dans le sud du département. Combien il y en a aujourd'hui qui en font? Est-ce que c'est possible de les rejoindre? Alors aujourd'hui, du coup, on en a parlé, on a la CUMA d'Annel qui sont au taquet de ce qu'ils peuvent faire et ils n'ont pas la volonté de grossir plus. Donc Annel, c'est dans le sud Ardennes, non loin de Juniville. Là, on est sur la création d'une CUMA à Juniville même. C'est ça, avec des agriculteurs qui individuellement font entre 5 et 10 hectares, mais en CUMA, du coup, ils montent à 50. Et aujourd'hui, c'est pareil, ils n'ont pas non plus la volonté de grossir, peut-être dans quelques années. Mais aujourd'hui, voilà, si vous êtes intéressé pour un projet chanvre, vous pouvez vous rapprocher de nous, de la FDCUMA. Et si c'est un projet en collectif, on peut vous accompagner pour trouver des personnes dans votre secteur avec qui vous entendez bien pour travailler ensemble. Et, ou alors, dans quelques années, si ce n'est pas pour tout de suite, on peut vous rattacher à des CUMA qui sont prêtes à vous accueillir dans quelques temps. Et en termes de timing, du côté de la chanvrière, les hectares, c'est dès 2026 ou c'est 2027, 2028 ? Les hectares, c'est maintenant. Non, c'est maintenant, puisqu'aujourd'hui, je ne l'ai peut-être pas dit en introduction, mais sur la coopérative, à l'heure actuelle, on produit à peu près 15 000 hectares de chanvre pour sortir 80 000 tonnes de paille et 10 000 tonnes de chènevis. Donc ça, c'est bien pour une usine, donc l'usine de Saint-Lié qui est au nord de Troyes. Mais c'est bien sûr pas suffisant pour notre futur projet de Juniville. Donc aujourd'hui, on va monter crescendo les surfaces.
avec une cible à 20 000 hectares pour 2028. Donc, 2028, c'est demain. Donc aujourd'hui, toute personne qui souhaiterait se lancer dans le chanvre, on l'accueille avec joie et bonne humeur. Donc si demain vous êtes intéressé à vous lancer, vous pouvez tout de suite envoyer votre candidature à la chanvrière. Voilà. Et donc demain, il y aura du chanvre même dans le nord des Ardennes. Alors oui, il y en aura dans toutes les Ardennes, puisque en fait, quand on lance une unité de défibrage, une unité industrielle, nous, la zone de collecte, en fait, on prend un compas, on prend 120 km autour de l'usine, on fait un cercle, et tout ce qui tombe dans le cercle, du coup, l'adhérent peut postuler à la chanvrière. Donc là, si vous prenez Juniville, vous prenez 120 km autour d'une Juniville, là, on est sûr qu'on a 100% des Ardennes qui sont dans la cible. Donc du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de typologie de ferme pour faire du chanvre. Il n'y a pas, moi je suis éleveur, je suis céréalier, je peux plus en faire d'un côté que de l'autre, ça c'est pas vrai. Du moment qu'on a de la surface agricole, on peut faire du chanvre. Aujourd'hui, on a la chance d'être sur un terroir dans les Ardennes à haut potentiel pour faire du chanvre. On peut sortir des super bons rendements. On a le climat qui va bien, on a l'eau, on a des sols profonds, on a peu de cailloux sur le département, donc on a tout pour faire. Un éleveur aussi a un avantage sur un céréalier, parce que l'éleveur, quand vous regardez ce que lui vous a dit et Claire ce qu'elle vous a dit, l'éleveur, malgré tout, il a déjà quasiment, on va dire, pas loin de tout le matériel pour faire du chanvre, mis à part la faucheuse. Parce que la faneuse, il l'a, l'endéneur, il l'a, la presse, il l'a. Après, s'il veut faire de la graine et une boisse batte, s'il n'en a pas, on a quand même pas mal d'entrepreneurs dans le secteur qui sont capables de faire de la prestation de battage de chènevis. Donc il va avoir quoi ? Il va avoir une faucheuse à acheter et c'est le matériel le moins onéreux. Puisque une faucheuse, simple lame, pour vous donner une idée, c'est 6 000 à 7 000 euros d'investissement, quoi. Donc tout type de ferme, tout type d'agriculteur est sur 100% de la zone ardennaise. Tout est dit. Est-ce qu'il vous reste quelque chose à... Ah oui, sur la partie stockage, donc on n'a peut-être pas évoqué. Donc on est allé du semis jusqu'à la récolte. Jusque-là, tout va bien. C'est faisable. Je vais vous rallumer l'écran, il n'y a rien d'indispensable. Et une fois qu'on a récolté et qu'on stocke, comment ça se passe ? Alors avant ça, il y a un volet qu'on n'a pas appelé. On parlait d'éleveur, pas éleveur. Il y a aussi bio, pas bio. Voilà, on a aussi une récolte bio qui se fait aussi au niveau de la coopérative. C'est quelque chose sur lequel on est aussi axé et qui est très important. Et ça a un attrait au niveau du bio pour la partie désherbage, la partie étouffement d'adventices. Revenons à nos moutons de base. Sur la partie stockage, voilà, on est une usine qui travaille 7 jours sur 7, 24 sur 24, qui travaille tout au long de l'année, sauf 4 semaines, une semaine à Noël et puis 3 semaines au mois d'août qui nous permettent de faire toute la partie grosse maintenance, ce qui fait qu'on a besoin d'approvisionner l'usine tout au long de l'année. Voilà, ce qui fait qu'on demande auprès de nos producteurs de chanvre d'avoir la capacité aussi de stocker. Ça fait partie des petites cases à cocher lorsqu'on fait une demande au niveau du conseil d'administration, voilà, d'avoir la capacité de stocker. Alors on ne demande pas un frigo à pommes de terre, on ne demande pas un stockage où il y a une pompe à chaleur pour réchauffer tout ça, mais on demande un stockage simple, un toit, un bardage côté vent dominant. Voilà, le chanvre a une paille qui est pas compliquée. Donc tant que le sol est sain, voilà, on vous demande juste d'avoir la capacité de pouvoir stocker une année et demie. Voilà ce qu'on demande, parce que lorsque vous récoltez l'année N, il se peut qu'en rentrant, il reste au maximum un tiers de ce que vous avez récolté l'année d'avant. Donc voilà. On demande aussi qu'il y ait la capacité de pouvoir amener un camion tout au long de l'année, parce que forcément, on vient ramener... on vient chercher de la paille en plein milieu de l'hiver. Donc voilà, sur les hivers bien pluvieux comme on a pu avoir il n'y a pas si longtemps que ça, on aura besoin de pouvoir venir chercher la paille pour nous la travailler. Et justement, au niveau du hangar, il ne faut pas faire un château. Il ne faut pas faire un château pour du chanvre. Pourquoi ? Au-delà de l'investissement, il est nécessaire de ne pas trop barder le hangar. Parce que la paille, en fait, c'est pas comme de la paille de céréales, hein. C'est pas comme une paille de blé ou d'orge.
La paille de chanvre, ça a une propriété, on va dire, assez particulière, puisque vous pouvez rentrer une balle humide. Alors quand je dis humide, on se comprend. Vous rentrez une balle à 18, 20, 22 d'humidité, sachant que nous, la cible, c'est maxi 16. On va dire qu'on ne veut pas plus de 16 d'humidité dans les balles. Mais il y a 2 ans, on a eu des conditions humides. On en a tous pâti sur nos exploitations. Donc on a forcé un petit peu pour finir nos récoltes. Donc on a rentré un petit peu de paille humide au-delà de 16, entre 16 et 22. Et quand vous mettez ça sous un bâtiment au cas de vent, eh ben, c'est incroyable. Mais au printemps d'après ou à l'été d'après, la balle, vous la ressortez à 12. Vous la rentrez à 22, vous la ressortez à 12. Par contre, si vous enfermez ça dans un bâtiment fermé, 4 côtés, propre, bardé, ce phénomène de séchage, vous ne l'avez pas. Donc nous, on pousse vraiment à avoir, en gros, comme l'a dit lui, un toit, 4 poteaux, un bardage côté pluie, et c'est tout, pour que la paille puisse vraiment respirer. Et pour vous donner un peu une idée de la surface qu'il faut pour stocker, nous, la tendance qu'on donne, c'est 15 mètres carrés par hectare. Donc 15 mètres carrés au sol pour stocker 1 hectare de paille de chanvre sur 6-7 balles de haut à peu près. Voilà, pour vous donner 7 balles de haut. 7 balles de haut. Pour vous donner un petit peu la tendance au niveau stockage. Et pourquoi on vous demande une année et demie de stockage ? C'est parce qu'en fait, là aussi, cette paille, elle est particulière, elle a besoin d'un peu de maturité, on va dire, après récolte. C'est-à-dire, on peut pas prendre la balle sortie de la presse et l'envoyer le lendemain matin à l'usine, parce qu'au niveau des techniques de défibrage, c'est pas là où ça se passe le mieux, c'est pas là où on fait le meilleur boulot en fait. Donc on a besoin de prendre la balle au mois de fin septembre, début octobre, de la stocker environ 2-3 mois, qu'elle puisse finir sa maturité en bâtiment. Et ensuite, à partir du mois de novembre, on prend ces premières pailles-là et on commence à les travailler. Et c'est là où on commence à avoir le meilleur rendement de défibrage. Oui, je voulais revenir par rapport à ce que disait Florent juste avant sur la partie des pales qui sèchent très bien. Je sais que c'est des questions qu'on a déjà eues. On sait que souvent, il se fait beaucoup de balles rectangulaires, notamment dans l'élevage. Le pourquoi du comment a été choisi au sein de la chanvrière des balles rondes, au-delà de l'aspect technique au niveau de l'usine, parce que l'usine a été conçue pour des balles rondes pour pouvoir nous gérer la longueur de fibre. Il y a l'aspect séchage. Voilà, une balle ronde se séchera beaucoup mieux qu'une balle rectangulaire, qui ne se séchera, voire même pas du tout. Voilà, on a quand même pas mal d'adhérents qui, au printemps, on savait tous qu'il y avait des balles humides dans les hangars, donc ils ont pris le soin de les sortir en plein vent, et ce qui a permis cette saison de se faire sécher quand même pas mal de balles, et qu'il y en a énormément qui ont pu faire partir plus de balles qu'il n'en fallait. Donc c'est aussi le pourquoi du comment il a été choisi les balles rondes pour prévenir des futures questions. Et si on en rebondit sur la question du coût aussi, du coût des charges de structure et des coûts de récolte, vous savez très bien que le prix d'une presse à balles rondes et d'une presse big baler et une presse à balles cubiques, c'est quand même pas le même. Donc aujourd'hui, nous, on a fait le choix au niveau de la coopérative de rester sur de la presse à balles rondes aussi pour ça. Parce qu'on sait qu'un adhérent, des CUMA, une copropriété d'entraide d'agriculteurs, ils auront facilement la capacité à acheter une balle ronde. Alors que ce n'est pas le cas forcément avec une presse à balles cubiques qui vaut, on va dire, 130 à 150 000 euros, voire plus. Alors qu'une presse à balles rondes, entre 45 et 50 000, on a une très bonne machine. Donc on a fait ce choix-là que tous nos adhérents aient la capacité de pouvoir investir eux-mêmes. Et le jour où il fait beau, à l'automne, quand il y a le créneau qui va bien, pendant une semaine, et bien là on voit des presses à balles rondes partout, ça presse dans tous les sens, et à la journée, on sort un maximum de surface. Alors qu'une presse à balles cubiques, souvent ça sera un entrepreneur qui va investir ou une CUMA, mais il n'y en aura pas 50 dans la plaine, quoi. Et quand on regarde ce que 10 presses à balles rondes peut faire une presse à balles cubiques, nous aujourd'hui on préfère partir avec de la balle ronde. Parce qu'on sait qu'on va avoir un débit de chantier sur la journée à l'échelle de la coopérative qui sera bien meilleur. Alors pour le coup, on a parlé beaucoup des CUMA sur l'aspect matériel en commun et main-d'œuvre en commun. Est-ce que ça se fait aussi de faire du stockage en commun ? Oui, les bâtiments de stockage, on peut le faire en CUMA. Une CUMA, c'est pas que du matériel, c'est aussi immobilier.
par immobilier, j'entends pas des appartements, mais surtout du bâtiment de stockage, tant matériel que là pour des balles, ou encore l'atelier pour entretenir les machines. Il faut juste trouver le terrain et qu'un adhérent veuille bien construire sur un bout de sa parcelle. Après, au moins, ça permet de valoriser le bâtiment et de l'optimiser dans sa complétitude. Et pourquoi pas, du coup, d'ajouter l'atelier d'entretien du matériel dans ce bâtiment-là. Et un élément qu'on avait évoqué aussi durant la préparation, c'est tout le temps où je stocke mon chanvre, à quel moment je suis payé pour ce chanvre, à quel moment je le vends finalement à la coopérative. Alors on est une coopérative, donc du coup on va travailler comme beaucoup de coopératives en céréales, on va avoir à peu près le même mécanisme, le même fonctionnement, puisqu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez livrer vos premières balles à partir du mois de novembre, pour une récolte qui aurait été effectuée quelques mois auparavant, et puis le chènevis, vous allez récolter ça au mois de septembre aussi. Donc le chènevis au mois de septembre, il part à la coopérative pour être séché. Les balles, à partir du mois de novembre, et puis sur les 12 mois qui suivent, on va enlever vos marchandises. Mais c'est parce que le camion il part que le camion est payé sur ce que vous avez emmené. En fait, vous avez un contrat. Le chanvre, c'est un contrat de production qui lie un adhérent à la coopérative La Chanvrière. Donc si par exemple vous avez un contrat de 100 tonnes, on sait que vous allez vous engager à livrer 100 tonnes à la coopérative. Et cette livraison-là, elle va s'échelonner sur à peu près, on va dire, 1 an et demi. Donc nous, il y a des prix d'acompte. Il y a des prix d'acompte qui tombent régulièrement. Alors pas au même mois. En fonction du chènevis et la paille, ce n'est pas les mêmes mois, mais ça va être payé en 3 fois sur les 12 mois. Payer 3 fois 3 acomptes en chènevis, 3 acomptes en paille. Et même un adhérent qui n'aurait livré aucune balle au mois de novembre, il aura quand même son acompte paille pour un tiers qui lui sera payé. Donc en fait, en termes de trésorerie, c'est pas parce que je n'ai pas livré de matière que je n'ai pas d'euros qui rentrent sur mon compte en banque. Donc voilà, donc on est échelonné comme ça. Et puis comme toute coopérative, on a notre assemblée générale qui a lieu tous les ans au mois de janvier, où là, on regarde ce qui s'est passé, on regarde nos clôtures de compte, notre compte de résultat, notre bilan, on regarde nos performances. Et puis si la performance est là, on rend des ristournes qui sont loin d'être négligeables chez nous. On rend des ristournes sur le chènevis et la paille derrière. Voilà. Donc on est vraiment comme une coopérative céréalière du secteur, on fonctionne de la même manière. Est-ce que vous pouvez nous donner des ordres d'idées de prix ? Alors les prix, oui, je vais vous donner les derniers prix pratiqués ces 2 dernières années. Alors, comme vous l'a dit Louis, on a différents types de qualité de paille. Donc on a la paille jaune. La paille jaune, je vous rappelle, c'est la paille que l'on a quand on récolte la graine. Donc la paille jaune, maxi, prix ristourné, c'est-à-dire avec les ristournes d'assemblée générale, etc. Aujourd'hui, on rémunère l'adhérent à 155 € de la tonne. On a de la paille semi-rouille. La paille semi-rouille, on ne fait pas la graine, on ne fait que la paille, mais on va chercher un tonnage de paille supérieur. Là, on va tourner à 175 € de la tonne. Et puis la haute qualité, c'est la paille rouille. C'est le plus haut de qualité de paille, où là, on a laissé la paille 8 semaines au sol, qu'elle rouisse comme du lin, et là, on va être à 250 € tonne. Donc ça, c'est vraiment prix des acomptes plus la ristourne. Et en chènevis, la graine, aujourd'hui, on propose 820 € la tonne. Voilà, pour le conventionnel. Et pour le bio, 1500 € la tonne. Et vous parliez tout à l'heure de marge qui était relativement stable. Les prix, eux aussi, sont relativement stables jusqu'ici ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on a la chance de ne pas être soumis aux marchés mondiaux. Donc ça, c'est par les temps qui courent, moi, je trouve que c'est quand même un sacré avantage, parce qu'effectivement, on a des prix qui sont stables, parce qu'on n'a pas de trading en fait, sur nos produits. Donc on a des prix qui sont stables, mais ce n'est pas parce qu'ils sont stables qu'ils ne montent pas. Parce qu'aujourd'hui, on est comme toutes les autres filières, les autres productions. On est soumis à des charges qui montent, l'engrais, l'azote, vous connaissez, le prix du matériel aussi qui grimpe sans cesse. Donc nous, on a réussi à répercuter sur nos clients des hausses de prix de vente
qui nous ont permis d'augmenter depuis 3 ans de manière assez significative le prix de vente de nos matières premières pour accompagner justement l'inflation. Voilà. C'est stable, mais c'est pas pour ça que ça stagne. C'est stable, mais ça monte malgré tout. Mais ça fait pas le yo-yo avec des grosses variations sur 6 mois ou pour avoir des fluctuations de plusieurs centaines d'euros pour une raison X ou Y géopolitique ou climatique. Voilà. Et les prix aujourd'hui, comme l'a dit lui, effectivement, les prix que je vous ai donnés, c'est des prix maxi ristournés. Mais nous, on vous donne des prix minimum garantis, donc ils sont un petit peu inférieurs à ça, parce que les ristournes, on les connaît qu'à la fin, une fois qu'on a clôturé nos comptes. On sait ce qu'on est capable de redistribuer à l'adhérent. Donc quand vous vous lancez, nous, on a un minimum de prix garanti qui permet de rassurer ou d'assurer à l'adhérent une rentabilité pour la culture. Donc, si je résume, mis à part la météo pour laquelle personne n'est jamais sûr de rien, quelqu'un qui se lance dans la culture du chanvre a quand même une certaine visibilité. Bah oui, effectivement, hein, je l'ai dit, on le martèle assez souvent. La stabilité de nos prix, c'est une force par les temps qui courent, parce que c'est moins dur pour les trésoreries derrière. Il y a moins de l'effet de yo-yo. Donc oui, ça c'est une force. C'est une force et aussi parce que les marchés, je l'ai dit en introduction, ils ont le vent en poupe. On peut dire que ça tire fort chez nos clients. Aujourd'hui, clairement, nous, on n'arrive pas à satisfaire la demande de nos clients. On pourrait leur vendre beaucoup plus de marchandises, mais bon, malheureusement, aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc c'est pour ça que là, on est en train de taper fort pour pouvoir servir nos clients le plus vite possible. Et la boucle est bouclée. Oui. Eh ben, si on a terminé la partie présentation. Moi, je veux juste qu'on puisse revenir avec Rémi sur la partie un peu BNI, parce que je pense que c'est quand même un super atout de notre culture. Et si on pouvait en échanger un petit peu sur cette partie-là, je pense que ça serait intéressant. Oui. Alors plutôt sur l'aspect agronomique. Oui, on pourra peut-être revenir après sur la partie agronomie. Voilà, juste rappeler, en effet, au-delà de l'aspect agronomique, on pourra peut-être échanger, c'est aussi pour un certain nombre un cadre dans lequel on peut aussi s'inscrire. C'est qu'en fait, à travers la notion de BNI, ça permet d'accéder finalement à des ressources financières et des financements, notamment auprès des agences de l'eau. Et donc c'est vrai que c'est là que ça permet finalement de mettre autour d'une table l'ensemble des acteurs de différentes filières. Donc voilà, pour le citer, on pourra revenir sur la partie agronomique, mais voilà, l'exemple qu'on voulait donner pour illustrer, c'est ce qui a pu être fait du côté de l'Aube avec une AMI qui est déposée et sur lequel il y a un travail en commun avec 3 filières, le chanvrière, la chanvrière, le pôle européen du chanvre qui est aussi associé, Saint-Folia, donc le Saint-Foin, et la Luzerne. Et en fait, ça permet surtout aussi d'aller démultiplier les efforts, de mettre en place, par exemple, un outil des décisions qui va être créée, qui permet en fait d'accompagner et de sensibiliser l'ensemble des exploitants agricoles à l'intérêt de mettre une de ces cultures, et en l'occurrence ici le chanvre, dans ses rotations, la valeur ajoutée que ça peut amener sur les exploitations. Et puis après, derrière, il y a tout le travail qui peut être fait par les filières pour lever l'ensemble de leurs freins qu'on vient d'évoquer dans ce tour de table, les freins autour de le matériel, la main-d'œuvre, le bâtiment, les stockages. Donc ce travail-là peut être mis en commun et puis ça permet en fait de multiplier les intérêts. Voilà. Et après, pour revenir sur les avantages agronomiques, je vous laisserai peut-être revenir un peu plus sur la partie des détails, mais voilà. Mais globalement, ça a été dit, on est sur une culture qui clairement a un effet étouffant sur les adventices. Donc quand on intègre ça dans la rotation, on est sur une culture qui vient faire un impact moindre sur la rotation. On est sur une culture de printemps aussi, il faut le redire. Des fois, on l'oublie parce qu'on est quand même globalement dans des régions où on peut assez facilement mettre des cultures de printemps, en tout cas Marne, Aube. Quand on est dans des secteurs un peu plus, des fois, ça fait du bien de pouvoir mettre une culture de printemps, on coupe la rotation. C'est une autre famille de cultures aussi, donc là encore, on n'est pas sur les mêmes types d'adventistes. Voilà, tous ces leviers agronomiques qui existent, ils sont référencés, sont assez connus, mais ça fait des fois du bien de le redire. Voilà, on est vraiment sur une culture nouvelle qu'on va intégrer dans la rotation. Et puis, elle a cet avantage d'être très étouffante aussi. Et donc, du coup, elle gère bien les adventices. Après, sur la partie ravageur, là, c'est plus lié au fait que voilà, il n'y a pas à notre connaissance aujourd'hui de ravageurs ou de maladies sur le chanvre et que du coup, il n'y a pas besoin de mettre des produits là-dessus. Et donc là, on est sur un avantage global de cette culture-là. N'ayant pas de pression phytosanitaire, elle permet de diluer la pression par rapport à l'ensemble des surfaces qui pourraient être concernées sur le secteur. Mais si vous voulez peut-être compléter des leviers particuliers. C'est très bien. C'est surtout une super tête de rotation. Dire pour les exploitants qui cultivent du pois,
Aujourd'hui, un blé de pois, c'est très bon, mais un blé de chanvre, c'est équivalent à un blé de pois. C'est-à-dire que vous pouvez sortir 10, 15 quintaux de plus sur un blé de chanvre sans problème. Donc, c'est une super tête de rotation. Et c'est aussi une culture qui va permettre, pour la culture qui va arriver derrière, de faire un peu de semi-direct. C'est-à-dire que si vous êtes équipé d'un semoir à semi-direct à dents ou à disque, votre blé de chanvre, vous pouvez le semer en direct, c'est garanti. C'est garanti, ça marche à chaque fois, ça fonctionne bien. Alors je ne dis pas que faire du semi-direct partout sur votre exploitation, hein, c'est pas ça. Là, je pars vraiment sur le chanvre. La structure en dessous, elle est tellement bonne avec tout le pivot et le système racinaire que vous pouvez aisément implanter un blé à faible charge derrière avec une super performance en termes de rendement. Et puis, le fait aussi d'avoir peu de charge pour la fertilisation, parce qu'on a dit qu'on n'avait pas de produit de sentier des plantes sur la culture, mais il y a aussi une tête de rotation qui n'est pas très gourmande en intrants. Alors ça, c'est pas commun, parce que normalement, une tête de rotation, logiquement, il faut fertiliser assez fort, on va dire. Alors que le chanvre, c'est pas très exigeant. Alors, je dis pas qu'il faut rien mettre, hein, mais c'est pas très exigeant. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 100 unités d'azote mis 3 semaines avant le semis pour éviter les phénomènes de brûlure sur le germe qui va sortir après le semis. Et puis en phosphore et potasse, on va être à 80 à 100 unités de phosphore. Et puis on va être entre 100 et 140 unités de potasse. Voilà. Et puis 40 à 50 unités de soufre. C'est une plante qui adore le soufre. Donc voilà, pour une tête de rotation, c'est pas énorme. Et surtout dans nos sols des Ardennes, ça répond bien. Ça répond très très bien en termes de potentiel de rendement. Et en bio, c'est une super tête de rotation. Moi, je fais un petit peu de bio avec mon beau-frère sur l'exploitation. Nous, clairement, c'est sur un système céréalier classique. Hein, c'est clairement notre meilleure marge entre toutes les cultures qu'on fait. Et finalement, que ce soit en bio ou en conventionnel, on conduit ça de la même manière, parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de phyto sur le chanvre, et que la quantité d'azote à apporter est plutôt faible, avec de l'azote organique, on arrive à bien gérer. Et aussi, pour vous dire que le chanvre, ça adore la fertilisation organique. Que ce soit compost, fumier, digesta, ça répond super bien. Donc en bio, c'est aussi une super plante, à ne pas oublier. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'arrête là pour garder un petit temps de questions. Donc pour résumer, le chanvre, c'est un marché qui pousse, une plante qui pousse aussi, dans nos secteurs. Peut-être un itinéraire technique en début de campagne qui est relativement simple, avec par contre une récolte où il faut assurer le coût. Et c'est là tout l'intérêt de le faire en collectif. Et puis un intérêt pour l'environnement, derrière, qu'on avait évoqué au tout début de la présentation. Je vous laisse le micro pour les questions. Je sentais monsieur qui brûlait d'impatience. Enfin, je ne suis pas l'avenir du chanvre, mais je vois ça d'un œil de retraité chez mon fils. Donc, il en fait depuis 3 ans en agriculture biologique. Et je l'ai vu les 2 dernières années où il piquait des crises à cause des corbeaux. Ça, vous ne l'avez pas évoqué, mais c'est un sérieux prédateur de la graine de chanvre. Et c'est très malin. Il voit bien les rayons. Une fois qu'il a chopé le rayon, donc je sais que cette année, il a pris le rouleau pour tout rentasser, pour plus voir les rayons. Et il a quand même resté suffisamment de chanvre. Et que dire ? Oui, vous avez parlé tout à l'heure, 50 hectares de chanvre, mais si vous avez une ferme de 150 hectares, vous n'allez pas faire un tiers de votre exploitation en chanvre, je pense. Surtout si demain le blé Rêvon monte à 300 € la tonne, peut-être qu'il y en a qui diront bon, le chanvre, je vais le mettre de côté, puis je vais semer du blé ou de l'orge, ou je ne sais pas. Et la période d'engagement, enfin, j'ai jamais demandé à mon fils combien que c'était la période d'engagement quand on est
adhérent à la coopérative. Et normalement, il y a des périodes d'engagement. Dans les céréales, c'est assez souple parce que les adhérents sont un peu volatiles. Je ne sais pas, dans l'eau peut-être moins, mais c'est une maladie qu'on rencontre un peu partout. J'étais président de COP, donc je sais de quoi je parle. Ça ne s'est pas amélioré depuis. Donc, qu'est-ce que j'ai comme autre question? Oui, l'an dernier, pour faire des balles, c'était assez compliqué. Autrement, il ne fait pas partie d'une CUMA, mais il a une faucheuse en commun avec un autre, un andonneur avec un autre, et puis un agriculteur à la Neuville-en-Tournafil. Enfin, moi, je suis d'Aussens, qui presse, et puis après, on charge soi-même. Voilà. Si les novices ont des questions, alors, moi, je connais un peu le sujet. Pour répondre un peu je vais peut-être pas répondre à toutes les questions, mais au moins à une sur laquelle on peut revenir. Oui, en effet, on n'a pas forcément, c'est moi qui ne l'ai pas forcément évoqué, mais il y a au niveau du chènevis, il y a un débouché sur la partie oisellerie et pêche. Pêche pour la partie appât, amorce au niveau des poissons. Pour la partie oisellerie, oui, il y a un aspect nourriture et il y a tellement de choses à dire au niveau du chanvre, techniquement parlant, qu'on ne voudrait pas non plus que tout le monde s'endorme. Donc il y a des choses qu'on voit plus, je vais dire, sur des aspects plus techniques quand on se rencontre pour des présentations. Mais sur la partie semis, il y a quelque chose qu'il faut souligner, qui est une étape très importante, c'est de pouvoir semer sur un sol réchauffé. Et comme vous avez dit, sur l'aspect dégâts d'oiseaux, le but c'est quand même de semer sur un sol réchauffé. Alors je sais pas, je suis pas là en train de juger ce qu'a fait votre fils, je ne peux pas dire, mais sur l'aspect, pour contrer un peu ces aspects-là, l'aspect sol réchauffé va permettre à la graine de pousser très vite, ce qui, contrairement au maïs, la graine, une fois germée, n'aura, je vais dire, aucune appétence. Enfin, le corbeau n'aura aucune appétence pour le corbeau, ou pigeon ou autre. Ce qui fera que, je vais dire, l'oiseau n'ira pas tirer sur le germe pour pouvoir venir manger la graine. Donc voilà pour la partie corbeau. Donc bien semer sur un sol qui sera réchauffé. Et puis c'est gentil de souligner l'aspect copropriété qui est assez important dans la culture du chanvre, de parler de ça, que le matériel en commun et à plusieurs sert quand même pas mal. Alors on le sait, la partie dégâts d'oiseaux, c'est un problème. Alors c'est un problème pour nous dans le chanvre, c'est un problème pour les maïsiculteurs aussi, et pour d'autres productions. Aujourd'hui, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution pour contrer ça. Historiquement, mais il y a très longtemps, la semence était traitée TIRAM, donc ça faisait un répulsif corvifuge. Aujourd'hui, le TIRAM est interdit, et sur chanvre, il n'y a rien d'autre d'homologué. Donc, on doit faire avec ce qu'on a, avec ce que l'administration nous offre. Et aujourd'hui, malgré des demandes, on n'a pas de réponse. Pas de réponse, pas de solution. Qu'on soit en bio ou en conventionnel, je vous rassure, le débat est le même, puisqu'on a aussi en conventionnel des adhérents qui ont des soucis. Alors il y a des zones où vous allez avoir des attaques, des zones où il n'y aura rien du tout. Donc c'est un petit peu historique, il suffit qu'il y ait une corbotière pas loin ou un clocher de village qui va bien, et puis c'est compliqué. Alors nous, ce qu'on peut donner comme solution technique, c'est de ne pas semer trop creux votre graine. Comme l'a dit lui, une fois que c'est levé, la partie elle est gagnée. Elle est partie, elle est gagnée, puisque les corbeaux, les pigeons n'iront plus détruire votre germe. Ce qu'ils veulent, c'est la graine non germée, en fait. Donc pas semer trop creux pour que en 3 ou 4 jours ça sorte, et puis que du coup les dégâts ne soient que sur 3 ou 4 jours. Et après, il y a une pratique, alors ça c'est une expérience personnelle, mais j'espère que ce n'est pas seulement une croyance. Mais moi je passe un coup de rouleau en biais. Parce qu'il y a il y a un point très intéressant que vous avez dit, c'est qu'une fois que le corbeau a pris la ligne de semis, c'est comme un tuteur, il n'en loupe pas une. Il va tout vous les faire à espacement régulier. Et moi je trouve que passer un coup de rouleau avec un angle on va dire de quelques degrés, mais pas dans le sens du semis, il est perturbé. Il est perturbé parce qu'il ne voit pas le sillon du semoir. Et je trouve que ça, c'est assez efficace. Puis après, il y a les cerfs-volants, bazooka. C'est du passe-temps. Si vous êtes chasseur, c'est des postes de tir de chasse pour effaroucher.
Mais malheureusement, oui, on connaît cette problématique-là, mais on n'a pas de solution. Ceci dit, ça ne représente pas des dégâts non plus sur la coopérative, parce que généralement, quand des corbeaux s'attaquent sur une zone, ils vous attaquent la zone là, mais ils ne vont pas trop ailleurs, quoi. Ils se concentrent vraiment sur des zones. Après, pour en revenir sur la suite de vos questions, oui, tout à l'heure, c'est vrai que j'ai évoqué un train de matériel, c'est 40 hectares. Mais j'ai aussi évoqué le fait que ce matériel-là, s'il passe par l'ACUMA, on ne fait pas 40 hectares sur une exploitation, mais on en fait 10 chez vous et 10 chez les voisins. On met tout ça en commun, on investit au sein de l'ACUMA en commun et on fait le chantier de récolte en commun. Donc nous, aujourd'hui, au niveau des exploitations, on a une grosse majorité de nos adhérents qui font entre 15 hectares de chanvre. Il y a très peu d'exploitations qui vont vous faire 60-70 hectares de chanvre. Donc c'est vraiment la surface que j'ai donnée, c'est une surface globale, pas par exploitation, mais sur un groupe d'exploitation, pour pouvoir amortir le matériel et être efficace à la récolte. Et puis pour les engagements, effectivement, vous l'avez souligné, en tant qu'ancien président de COP, vous connaissez bien la coopération. Nous, on a un fonctionnement de coopérative qui est un petit peu différent, puisque nous, on est sur un engagement, un contrat d'engagement sur 5 ans, avec la possibilité de sortir la première année. C'est-à-dire que, je vous prends un exemple, vous voulez faire 5-6 hectares de champs, vous allez prendre un contrat de 80 tonnes par an, et puis donc c'est engagement 5 ans. Vous faites votre première année, et puis pour une raison X ou Y, ça ne vous convient pas dans votre schéma de travail, ou dans vos sols, ou du coup, vous ne voulez plus en faire. Vous pouvez dénoncer votre contrat sans pénalité la première année. Et on vous laisse partir. On vous rembourse le premier tiers que vous avez payé en part sociale, on vous le rembourse. Et voilà, on en arrête là. Donc ça apporte une certaine... c'est pas une sécurité, mais ça peut rassurer l'adhérent qui aurait tendance à dire j'irai bien, mais j'ai une petite crainte, ce qui est légitime. Quand on se lance de nouvelles productions, on peut toujours avoir une crainte. Donc on est là pour rassurer l'adhérent en lui disant écoutez, monsieur l'adhérent, allez-y, nous on est là, on vous accompagne, on ne vous laissera pas tomber. Il y a lui, il y a la coopérative, il y a le service agro. Et puis même si avec tout ça, ça ne convient pas, au bout de la première année, on peut vous laisser partir, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment une plante contractée avec la coopérative. Et quand on fait du chanvre, on fait du chanvre avec la chanvrière. On n'en fait pas un bout avec la chanvrière et un bout avec je ne sais pas qui. C'est-à-dire qu'il y a quand même une notion d'exclusivité sur la production, que ce soit le chêne-vie ou la paille. Et pour vous donner une idée de prix, aujourd'hui, c'est minimum 30 tonnes de contrat. Et ça représente un investissement en part sociale de 1 200 €. Étalé sur 3 ans. C'est-à-dire qu'on va prendre cette somme-là, on va faire 400 € par an et on va l'étaler sur 3 ans. Et ces sommes-là, elles ne seront pas à décaisser de votre trésorerie, puisque nous, on les défalquera, on les déduira de votre acompte de paille ou de chêne-vie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, si je n'ai pas oublié un bout. Voilà. Dans la salle, s'il y en a d'autres qui ont des questions, n'hésitez pas. Le micro est à vous. Bonjour à tout le monde. Alors pour relancer les questions, j'en ai 3. Quel serait le précédent idéal avant un chanvre? Parce que c'est une orge d'hiver ou autre. Qu'est-ce que vous conseilleriez comme engrais vert interculture? Et la rotation pour réimplanter une culture de chanvre dans la même parcelle? Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Au niveau précédent culture, au niveau des adhérents, alors je ne suis pas le plus expérimenté, mais il s'en fait derrière tout, que ce soit de l'orge de printemps, que ce soit de la céréale classique, ou même on en a sur des bardages tardifs de betteraves qui en mettent. Alors on a, je vais dire, attention sur la partie betterave arrachage tardif, dans le sens où on va souvent débarder en conditions peut-être difficiles, et où on aura je veux dire, une attention particulière à la structure du sol qui sera refait derrière. Vraiment pas hésiter à remettre un bon coup de décompacteur quand même, pour avoir une structure du sol qui soit quand même assez bien pour le chanvre.
parce que certes, il refait une structure derrière, comme disait Florent avant, pour du semi-direct, il n'y a pas de souci. Autant avant, il faut quand même en avoir une qui soit assez saine pour que son pivot puisse descendre assez facilement. Pour la partie cive, alors il y a des points qui sont travaillés, que ce soit par la chanvrière ou par tout ce qui navigue autour de la chanvrière au niveau là-dessus pour faire de l'expé. Je sais qu'au niveau de tout ce qui est cive, tout ce qui est je vais dire moutarde, a un effet négatif sur la partie chanvre. Sur cette partie-là, sur l'aspect négatif, il y a ça. Sur l'aspect positif, je vais dire, à ce moment-là, il n'y a pas un couvert qui marche peut-être mieux que d'autres. Il y a juste l'aspect pas de moutarde. Après, il n'y a pas... c'est encore des choses sur lesquelles on travaille parce que voilà, la chanvrière reste, je vais dire, pionnière sur la partie chanvre au niveau de la France, majeure sur la partie France au niveau du chanvre. Ce qui fait qu'on a aussi, au-delà de l'aspect production, développement de production, il y a l'aspect développement de la partie... je veux dire, littérature agronomique sur l'aspect chanvre, où il y a quand même pas mal de recherches qui se font et de choses que nous, on doit travailler en interne, que ce soit sur du désherbage mécanique ou autre, qu'on travaille nous en interne. Et après, la dernière question, c'était... Ah oui, au niveau de la rotation, sur le chanvre, on essaye d'avoir une rotation qui soit assez longue. Alors certes, on parlait sur le fait que niveau maladie, il n'y avait pas de soucis et tout ça. Sur certains coins où ils sont tendance à avoir d'être dans des marais, dans des terres qui peuvent être compliquées courant novembre, où c'est compliqué d'implanter un blé derrière un maïs ou autre. Ils ont eu tendance à faire revenir le chanvre assez souvent. Ce qui fait, et là je pense que Rémi pourrait nous en parler des heures, mais ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des problèmes d'eurobranche, donc qui est une plante parasite qui vient se fixer sur la tige du chanvre et qui vient ponctionner tout l'élément nutritif, ce qui fait que le pied va mourir. Et au-delà de l'aspect, une plante parasite, c'est une plante qui peut se disséminer tout au long de la parcelle, et bien au-delà. Que ça soit, elle peut arriver sur colza, c'est une cousine. Ce qui fait que si vous en avez sur une parcelle, admettons, rotation encore plus longue, voire arrêt du chanvre sur cette parcelle, nettoyage du matériel pour éviter que le parasite se dissémine sur d'autres parcelles. Donc ça amène d'autres complications. Alors on en est loin dans les Ardennes, si ça peut vous rassurer, mais c'est pour ça qu'on demande quand même une rotation qui soit assez longue au niveau du chanvre. Et nous, on en a, Maxime, on en a sur la coopérative dans la vallée de l'Aube. Parce que le bastion historique de chanvrier de notre coopérative, c'est en gros, pour la faire assez courte, c'est au nord de Troyes. Et on avait des adhérents historiquement qui en mettaient en monoculture dans la vallée de l'Aube, ou qui en mettaient un coup sur deux. Et ça, au bout d'un moment, il y a eu l'eurobranche qui s'est installée. Donc ça a posé des problèmes d'arrêt de la culture, comme l'a dit lui, pour assainir le sol. Et aujourd'hui, en génétique, on commence à avoir une belle génétique qui s'installe en R&D là, et on a des variétés tolérantes à l'eurobranche. Alors ça fait un petit peu moins de rendement, on va être clair, mais ça permet, en acceptant une petite chute de rendement, de pouvoir revenir sur ces parcelles-là infestées, tout en assurant une belle culture, quoi. Donc voilà. Et moi, je pense qu'il y a une culture derrière laquelle je ne mettrais pas, je pense, de chanvre, c'est le colza. C'est là, pour le coup, à mon avis, avec tout la levée de colza, ça pourrait faire une concurrence assez certaine. Et voilà. Bon, c'est pas la logique, parce que derrière un colza, normalement, tu remets un blé. Donc la question ne se pose pas. Mais sinon, il n'y a pas de règle. Après, c'est une culture qui a un cycle court. Donc tu pourrais quasiment te permettre de la mettre sur de la double culture. Mais il y a un petit risque. Voilà, surtout par rapport à l'eau, notamment. Alors je vous propose qu'on prenne une dernière question, sauf s'il y a vraiment encore beaucoup de candidats, mais je vois l'heure qui tourne. Oui, bonjour. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible de le faire sur des sols sableux? On a des gazes sur le secteur de l'Argonne, et savoir les limites et les problèmes. Alors jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de terre, je vais dire, où c'est rédhibitoire, on va dire, n'en mettez pas. Sur le principe que le chanvre reste une culture qui va avoir tendance à faire des racines et en profondeur. Donc il ira chercher l'eau. Quoi qu'il arrive.
on a la chance d'avoir quand même sur le territoire de production de la Chanvrière un panel de terre qui soit assez large, que ce soit de la terre qui retient énormément l'eau ou même de la terre très séchante, que ce soit dans les terres de craie ou autres où c'est assez séchant, pas très profond, en plus de ça pas très profond, ce qui fait qu'on peut même pas dire que le chanvre va aller chercher de la fraîcheur en profondeur. Après, de là à vous dire oui allez-y, je pourrais pas me permettre dans le sens où j'aurais pas de recul sur du sable typique de l'Argonne comme vous dites, mais sur le principe, il n'y a pas de panneau qui dit attention, ne faites pas de chanvre. Enfin, moi, en tout cas, je vois pas de. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Florent, mais. En fait, la culture du chanvre, elle accepte un pH de 6 à 8. Donc, quand on a vu ça, on voit qu'on peut le mettre dans tous les sols. Et moi, un sable, j'aurais pas peur, parce que un sable, normalement, c'est des terres qui doivent être, je pense, chaudes, qui sont assez chaudes. Donc, c'est-à-dire que vous avez un petit coup de pluie qui va bien au mois d'avril. Vous semez votre graine, il refait chaud d'air, ça décolle. Enfin, je pense que ça doit décoller super vite. Donc, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que lui vous a dit, et Rémi ce que vous a dit, c'est une plante étouffante. Donc, ce qu'on cherche, c'est que ça décolle vite, l'effet starter. Donc, moi, je pense que... je connais pas votre exploitation, mais d'après ce que vous nous dites, pour moi, c'est plutôt approprié à la culture du chanvre. Est-ce qu'on s'en arrête là ? Ou on prend une toute dernière si vraiment il y a des questions. Sinon, je Après, vous propose... Si vous avez des questions, on est au-dessus, au deuxième étage. On a un stand sur lequel on pourra vous présenter les produits finis qu'on ressort. Voilà, si certains veulent poursuivre la discussion, peut-être en parlant de vos cas plus personnels, on peut poursuivre ça à l'étage au-dessus, effectivement. Et ça peut